Luc Levaillant, bonsoir. Bonsoir, chers amis. Je suis très heureux de vous recevoir, mais c'est une incongruité. Un journaliste de Libération sur le Figaro Télé, jamais vu. C'est limite scandaleux. Vous êtes le portraitiste de Libé depuis quand? Oh là là, depuis 95, depuis 30 ans. 30 ans, hein. Oui. 30 ans sur la dernière page. Sur la dernière page, enfin, je n'écris pas tous les portraits, il Oui. y a beaucoup d'intervenants et je fais travailler tout le monde. Voilà, vous commandez à des écrivains et des journalistes. Enfin, les journalistes surtout, Ouais. j'ai pas tant que ça de pied, je suis pas au Figaro, moi. Et tout ça, c'est de la faute d'Arnaud Le Guern, si vous êtes là. C'est lui le responsable parce qu'il publie un recueil de vos portraits, mais aussi de vos éditos ou chroniques. Chronique, oui. Voilà. J'ai une chronique par semaine, tous les mardis. Et effectivement, on avait fait avec Arnaud un premier recueil de mes portraits de rédactrices, de mannequins qui s'appelait La vie rêvée des filles, il y a une dizaine d'années. Et là, il a insisté parce qu'à chaque fois, il fait pareil. Il vient avec... Et il a déjà fait le livre. En fait, il a fait le recueil des chroniques qui lui plaisaient. Et puis, j'ai quand même un peu repris la main. Ouais. Faut pas exagérer. Mais c'est vrai que c'est pas finalement un hasard si vous êtes là, parce que vous aimez bien déranger Libération. Vous êtes un peu celui qui a une parole, je ne sais pas, plus libre ou en tout cas différente des autres, parfois un peu à contre-courant dans le journal. C'est vrai. Ça ne veut pas dire que vous êtes de droite, hein, loin de là. Voilà, c'est un débat récurrent. Qui est à gauche, qui n'est pas, ce qui est pas très grave. Je pense que je suis progressiste et j'ai quelques querelles avec des progressistes de mes amis qui n'avions pas forcément toujours la même notion du progrès ces temps-ci. Voilà, c'est ça, mais on va en parler. Mais est-ce que le but de vos chroniques et de vos portraits, depuis toujours, c'est de déranger? Est-ce que c'est le but? Les portraits, pas forcément, parce qu'il y a quand même une obligation de, comment dire, le portraitisé gagne toujours à la fin. Il faut, même si c'est un point de vue, même si c'est un regard, même si on s'empoigne parfois avec lui ou avec elle. Parce que vous avez été parfois très dur avec des gens. Je suis pas certain. Enfin, mais parfois on ne se rend pas compte non plus, et les gens prennent très mal des choses qui sont tout à fait bénignes. Mais il y a après, je pense aussi que je porte l'ensemble de la rubrique, qui parfois peut être véhémente, ou Philippe Lançon, Marie-Dominique Lelièvre. Que je vais recevoir, Marie-Dominique, je vais la recevoir dans quelques semaines pour sa biographie de Sagan. Voilà, donc il y a eu aussi, il y a des bons. Ah oui, elle est qui sont plus. C'est une vipère, Marie-Dominique, c'est une vipère. On est devenu beaucoup plus gentil avec le temps. C'est dommage. Alors, j'aimerais bien vous faire lire la page 10, qui donne un peu le ton, parce que c'est quand on rassemble ces textes sur des années et des années, eh bien, ça prend un sens différent quand c'est un livre que quand c'est un journal. Et finalement, vous avez, en faisant ce livre, un peu aussi parlé de vous-même. Ça, c'est vrai, parce que là, surtout, c'est un recueil principalement de mes chroniques, qui sont plus un portrait de mes idées, en fait. Donc, il y a aussi quelques portraits, mais c'est surtout mes idées et mes convictions. Et donc, j'écris: la névrose journalistique entretient l'illusion que les rotatifs tourneront sans cesse et que les publications en ligne encombreront la bande passante à l'infini. C'est faux, et c'est pourquoi ceci est un arrêt buffet dans la salle de mes pas perdus et une saisie sur le salaire de mes peurs. Ceci est un récit personnel biaisé par l'actualité et un mémorandum avant dépôt des armes et des stylos. Ceci est un legs aux générations futures, et tant pis si elles s'en contrefouillent. Ceci est une manière de testament dont j'espère ne pas être le seul et unique héritier à qui on en fera lecture. Oui, et le recueil de chroniques est un genre littéraire. C'est-à-dire que j'imagine que vous avez lu les recueils de chroniques d'Alexandre Vialat, par exemple, ou de Bernard Franck, ou d'autres, je ne sais pas. Bernard Franck plus que... Oui. Et c'est dans le matin. Oui. Mais c'est une chose de le lire dans le matin, c'est une autre chose de le lire quand on les rassemble dans un livre, vous voyez? Oui, je vois bien, mais c'est vrai que, est-ce que j'ai lu Bernard Franck pas certain. Non. Et vous n'avez pas senti que l'objet livre transformait vos chroniques? Parce qu'il y en a qui n'ont pas survécu, que vous n'avez pas choisi, que vous n'avez pas retenu. C'est vrai. C'est vrai que j'ai essayé de thématiser un peu ce qui est ma logique un peu plus rationnelle, alors que Arnaud Le Guern, mon éditeur,
Et je dis le Guern, hein, vous avez remarqué, et non pas le Guern. Mais je sais, parce que vous êtes breton. C'est la Bretagne du bout du monde. Voilà. Mais il était beaucoup plus jazz dans sa façon de faire et moi j'ai une sorte de pesanteur un peu idéologique sans doute et je voulais mettre mes différents thèmes et faire mon programme commun à moi tout seul. Oui. Moi, j'adore les recueils de chroniques et c'est pour ça que je vous invite parce que je trouve que ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui survit à l'actualité. Et finalement, ce qui survit, ce sont justement vos théories, vos digressions, parfois des opinions provocatrices. Bêtises aussi. Des bêtises, j'en ai pas trouvé beaucoup. Bon, mais j'ai pas peur de les affirmer. Voilà. Mais c'est dangereux en même temps parce que ce qui est dangereux, ce qui va dans un quotidien, ça dure 24 heures. Là, maintenant, les gens vont voir éternellement ce que vous pensiez, par exemple, au moment des attentats de 2015, ou bien sur le mouvement MeToo, des choses comme ça. Maintenant, elles sont noires sur blanc, sur du papier, reliées dans un livre. Il traversera le temps. C'est juste. Mais oui, je pense que le journalisme permet de ne pas être... c'est une névrose assez agréable parce qu'on ne pense qu'au papier suivant. Oui. Et on oublie totalement, on n'a aucune notion de l'œuvre, on n'a aucune notion de l'éternité, on est dans un éternel présent et je pense que c'est ce qui permet d'avancer et d'oublier la mort qui vient. Vous avez reçu le prix Albert Londres en 1998. Je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais pourtant vous n'êtes pas reporter de guerre. Mais alors, pas du tout. Mon pacifisme qui était soumis à quelques problématiques ces temps-ci. Non, le prix Albert Londres à l'époque, c'était une époque un peu bénie où l'ensemble des genres journalistiques étaient autorisés. Enfin, Albert Londres, qui est un grand reporter. On était une phase pas de fin de l'histoire, mais un peu, on était avant 2001 et après la chute du mur. Après la chute du mur, on était entre les deux. Et je pense que le prix Albert Londres avait une volonté non pas de légèreté, mais de s'ouvrir à l'ensemble des genres journalistiques. Et c'est pour ça que ça a été pour différents portraits de Jane Birkin, je crois, de David Douillet. Et après 2001, le prix Albert Londres est revenu aux reporters de guerre. Non, mais vous êtes trop humble parce que... Non, pas du tout. Mais semblait-il qu'ils ont eu une période de folie au moment où vous l'ont donné. Ça. Mais non, c'est très bien qu'on couronne aussi la légèreté. Oui, mais ils ont du mal. Enfin, ils ont du mal. Et c'est normal. Oui, l'actualité les aide pas. Parce que les reporters de guerre, c'est pas simple. Hein. Bien sûr. Et à la fois... mais je n'ai jamais eu envie de suivre ces traces-là. C'est pas du tout mon univers. Et... Alors après, il y a du grand reportage dans la tête des gens. Un portrait, c'est ça. Hein. Oui. On se met dans la tête de Frédéric Becbédé, puis on traîne dedans, on s'installe pas. Oui, j'ai eu droit d'ailleurs à mon portrait. Vous aviez le pantalon trempé parce qu'il pleuvait et vous étiez en mobilette à Bayonne et vous êtes revenu et avec un pantalon neuf qui vous allait comme un gant. Bravo. Mais alors, vous définissez comme social-libertaire. C'est quoi un social libertaire en 2025 où il y a plus que vous? Vous êtes les derniers? Oui, j'en ai peur. Alors, libertaire, enfin, Libération a beaucoup a généré des libéraux libertaires. Serge Ulysse, c'est un libéral libertaire, un libéral en matière économique et un libertaire en matière de mœurs. Moi, je me définis comme social en matière économique. C'est-à-dire que je suis pour les 35 heures, je suis pour le... Oui, là, on le partage. Oui, le Figaro. Le Figaro, on va avoir du mal. Ce passage sera coupé. Non. Non, ils vont y venir parce qu'il faut répartir le travail. Enfin, bon, maintenant, en termes démographiques, ça change un peu, mais voilà, je suis pour... La retraite à 60 ans. Oui, pour ceux qui le souhaitent. Enfin, et ça, c'est mon côté libertaire qui arrive. Et donc, en matière de mœurs, je suis totalement libertaire, c'est-à-dire que je suis pour le droit de mourir. Le Figaro, on va discuter avec Eugénie Bastier et autres. Oui. Je suis pour la légalisation de toutes les drogues, parce que j'en ai marre de voir des filles partout, on perd notre temps. Il faut garantir la qualité, garantir
les gens qui veulent arrêter, avoir de l'argent pour leur permettre d'arrêter. Oui, oui, Et oui, puis en termes de sécurité, mais c'est une incongruité totale que les gens. D'autres pays l'ont fait d'ailleurs. Hein. Oui, oui, je pense à ça c'est majeur. Sur la prostitution, je suis pour que les travailleurs du sexe volontaire et dont les flics auront garanti la volonté, ce qui n'est pas simple, je l'admets, puissent exercer ce métier. Je suis pour la GPA, la PMA, là, je vais avoir du mal au Figaro. Mais je suis pour que l'ensemble des libertés, sans parler de la liberté d'expression, qui est quand même la chose majeure, que tout ça s'exerce. Donc voilà, c'est un mélange de ces deux choses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est sur la liberté. Plutôt, oui, c'est assez bizarre. C'est qu'au fond, vous êtes resté 68 arts, alors que le journal où vous travaillez, ou bien la gauche, dans son ensemble, est plus vertueuse, plus moralisatrice. Je dis même plus puritaine, parfois, et ça les énerve. Ils ont été énervés, mais c'est pour. Et pourquoi la gauche est devenue si puritaine? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Comment vous expliquez ça? Est-ce que c'est quoi? C'est l'air du temps à l'américaine? Je ne sais pas. Je pense que parce que c'est pas la français. La figure de. Moi, j'ai vécu avec des figures de la transgression que j'adore toujours. Et là, on vit. Les héros sont les victimes aujourd'hui. Et c'est logique. Je pense qu'on les a pas entendus. On n'a pas prêté l'oreille à ces plaintes légitimes pour beaucoup. Mais aujourd'hui, ça prend une telle ampleur que je trouve qu'on régresse. On a peur de tout le monde. On dramatise des événements du passé dont on ne sait pas forcément ce qu'ils sont. Et surtout, on ne passe pas à autre chose. On est l'hypermnésie du moment et pathologique. Et tout devient drame. La sexualité devient un drame à tous les niveaux. Et c'est pas possible. Je pense qu'on peut pas vivre avec autant de peur, autant de ressentiment. Il faut être capable d'avancer là-dessus et je pense que la gauche qui a toujours eu le souci des plus faibles, aujourd'hui les idéalise au lieu de les emporter dans un projet commun ou dans une envie commune. Et là, chacun se recroqueville sur son nombril avec une sorte de pathos général. Et c'est assez nocif, je pense, pour nos libertés, pour la. Et puis pour la vie en commun. On peut pas vivre en commun en se méfiant les uns des autres, en ayant des procès à instruire dont on ne connaît pas les tenants et aboutissants. Voilà. Et la gauche qui effectivement a toujours eu le souci des faibles et des plus petits. Voilà, l'ensemble des... Peut-être elle les enferme dans cette souffrance au lieu de les aider à s'émanciper. Voilà, ça naît dans une logique identitaire. Chacun revient à soi, à ses traumas, et c'est compréhensible. Mais on ne peut pas, il faut les dépasser. On va en môle. Alors c'est assez amusant parce que vous venez de la voile. Vous racontez dans le livre que vous avez appris très jeune sur un optimiste, et puis après vous avez progressé et tout ça. Et c'est parce que vous êtes breton. Y a-t-il un rapport entre la voile et le journalisme? Parce que à un moment vous parlez de remonter contre le vent. Ah oui, oui, mais ça c'était ma qualité. J'étais meilleur, oui, contre le vent que avec le vent. Mais je me laisse moins porter que je ne m'oppose. Je m'oppose. Et ben voilà, c'est votre style. Je suis un contradicteur. Il faut. On appelle ça border, c'est ça? Tirer des bords. Déborder aussi. On est chez la Pérouse ici. C'est quand même un grand explorateur et voilà. Donc bien sûr, je suis très honoré. Mais est-ce que oui, j'ai fait ça. C'était à la fois du sport. J'aime la compétition. J'aime gagner. Je suis pas un marin du large. Je n'ai pas fait de transatlantique. Je suis un régatier. J'aime la bagarre. Voilà. J'aime gagner. J'aime le sport et Oui, mais peut-être que j'aime rentrer au port tous les soirs. Oui, d'accord. Voilà. Mais je m'ennuie un peu en haute mer, même si les marins m'ont beaucoup fasciné. Bernard Moitessier est un de mes héros, la longue route, le barbu qui avait refusé de revenir vers l'Occident pour ne pas perdre son âme. Bon, oui, et puis qui était un grand sage. Oui, qui était aussi un écolo de l'époque parce qu'il économisait tout et c'était des poteaux télégraphiques qui faisaient ses mâts et tout. Enfin, non, c'était.
Une autre pensée qui traverse votre livre constamment, c'est cette idée que peut-être la littérature ou le journalisme ne sont pas là pour dire le bien forcément, peut-être plus pour décrire la réalité, qu'elle soit bien ou mal, mais pas pas cette idée de bienveillance, de nous rendre meilleurs. Qui est une idée, oui, c'est vrai, très belle, qui est aussi une idée qui a fait des millions de morts. Et là, c'est le journaliste du Figaro qui vous parle. Mais c'est vrai que ce problème de confusion entre l'art et le bien est un problème aujourd'hui quotidien. Enfin, il y a une chronique sur Picasso, comment voilà. Non, mais il y a tout le licence qu'on a, hein, et l'art n'est pas là pour être édifiant. Enfin, n'est pas là. S'il veut être édifiant, qu'il soit édifiant, mais qu'il laisse les contradicteurs ou les mauvais esprits ou les y aller de leur comment dire, la littérature mais la peinture ne doit pas être là pour faire. On va pas repeindre des saintetés en majesté. On va s'ennuyer. On s'ennuie beaucoup. Alors après, il y a toujours eu cette lutte des ligues de vertu, les ligues de vertu de tous ordres dans qu'elle soit de droite ou de gauche, hein, parce que mais oui, le Trumpisme et le wokisme sont les deux. Oui, c'est vrai. René du c'est vrai. Il y a, alors, le Trumpisme une censure de droite et une censure de gauche. Voilà. Regardez la censure de gauche qui est applaudie après MeToo, c'est les sensitivity readers dans les maisons d'édition, les coachs d'intimité sur les plateaux de cinéma, la censure de Bastien Vives, c'est ahurissant. Je ne comprends pas qu'on en soit rendu là et que personne ne se rende compte que à gauche, on est devenu plus censeur qu'à droite. Est-ce que c'est pas aussi un problème de génération? On est obligé de réexpliquer constamment qu'est-ce que l'art, qu'est-ce que la littérature, qui est la question de Jean-Paul Sartre, et on est sans arrêt obligé de redire, ben non, c'est pas là pour vous rendre meilleur, vous faire progresser. La littérature n'est pas un antidépresseur ou n'est pas là pour vous soigner vos plaies, vos bobos. Est-ce que tout simplement c'est pas un problème de pédagogie? Du coup, c'est votre rôle, là. Vous faites de la pédagogie dans ce livre. Oui, mais je fais de la pédagogie en m'opposant ou en me moquant. Qui est... Mais je ne vais pas me dire c'est ça que ça doit être. Je suis un peu... Je suis plutôt là pour me moquer des censeurs. Des censeurs du moment, et c'est vrai. Mais regardez sur ces coachs d'intimité sur les plateaux de cinéma. Est-ce qu'il y a alors je suis très étonné comment la violence, la représentation de la violence peut se répandre où on veut. Il y a un mort tous les 3 minutes dans la moindre série télévisée. Oui. Et dès qu'il y a un bout de sein maintenant qui apparaît, il faut qu'il y ait un coach d'intimité qui avant est prévenu le... J'ai l'impression qu'il est plus grave, que la sexualité est devenue plus problématique que la violence, que le meurtre. Oui. Donc oui, c'est bizarre. Mais expliquez votre chronique sur Picasso, parce que vous dites quelque chose d'assez fort sur lui, parce qu'il était un sale type, qu'il a été salaud avec les femmes, j'en sais rien. Mais on ne va pas quand même le mettre sous l'été noir pour ça. On va continuer à le laisser. On peut aimer, détester, mais mais c'est comme Bastien Vives dans un autre genre. Il est ahurissant que pour il a fait un dessin grotesque de petit Paul avec une bite énorme. C'est un gamin de 7-8 ans. Donc, il y a du grotesque et de la... ce n'est pas le réel. C'est de la provoque, oui. Et puis, c'est du dessin, c'est de la représentation. Et qu'il se retrouve à devoir se défendre dans un procès... qu'il a gagné, mais mais sa vie a été détruite, sa carrière fortement sachée. Et les militants lui courent après. Lui courent partout, après. Des manifs. Je lis cette phrase qui est de vous, qui est à propos de Gainsbourg,
Il s'agit d'interroger ce moment d'une société, la nôtre, où la distinction entre l'œuvre et l'auteur devient impossible et où des brigades moralisantes vont bientôt faire office de comité de censure. Pourquoi veut-on que les artistes soient des gens bien ? Les artistes, ça a toujours été des gens bizarres, oui. des gens différents. Mais je pense qu'il y a eu une phase, jusqu'à il y a peu de temps, où il y avait toute licence en art, justement, et où les artistes en ont bien profité, et tant mieux, et où on était ravis. Et je pense que là, on est dans une phase de réaction, qui est quelque chose de cyclique, mais qui est quand même ennuyeuse pour le pays. Et pour la qualité des œuvres. Pour la qualité des œuvres, je sais pas. Ça, je reste prudent là-dessus, parce que parfois la censure produit des œuvres intéressantes. Le Con AIDS aux États-Unis a produit des bons films. Parfois, le fait de devoir tourner les interdits est assez. Mais bon, après, on va pas. Non, mais je pas interdire les. Mais je dois dire, moi, si j'écris ça, que la distinction entre l'œuvre et l'auteur devient impossible, des brigades moralisantes viennent faire office de comité. Si moi j'écris ça dans le Figaro Magazine, j'ai aucun problème. Vous, dans l'IB, c'est plus courageux. Et vous avez jamais, vous avez pas de, comment dire, il y a des tribunaux populaires. C'est en conférence de rédaction, mais ça sert à ça. C'est normal. Il est normal que les gens ne soient pas à l'IB, que les gens ne soient pas d'accord avec moi, et souvent ils ne sont pas d'accord. Quand je fais Emmanuel Seigné, le portrait d'Emmanuel Seigné, les Femmes du Diable, que je vais manger avec la femme du diable, il y a un drame le lendemain ou le surlendemain au comité et on s'engueule. Ouais. Mais ça fait partie de la culture de Libération aussi, où on s'engueule. Après, la répétition, parfois, peut devenir fatigante et de temps en temps, je dis, je viens plus. Voilà. La rédaction en chef de ce journal aussi doit soutenir ce qu'elle a publié. Au bout d'un moment, il faut aussi et si le droit à contestation de ce que je fais est possible, je veux pouvoir aussi contester ce que font les autres et je veux que la direction qui a publié, qui m'a publié, assume et voilà. Et dans ce cas-là, pour l'instant, vous n'êtes toujours pas viré. Pour l'instant, je suis pas viré. Je suis trop vieux pour être viré. C'est trop cher. Et donc, on va attendre un peu. Parfois, dans vos portraits d'actrices, on a l'impression que vous draguez un peu votre sujet. Alors, je voulais savoir, est-il arrivé que cela aboutisse ? Jamais. Malheureusement. Le journaliste n'a aucun pouvoir. Mais c'est ce que certaines de mes amis appelaient mes papiers hormonaux. Mais c'était vrai. Mais après, les hormones évoluent avec le temps et tout. Et se calment. Se calme ou du moins mais c'est de la séduction de papier. Je suis un Don Juan ou un Casanova de papier et ça va pas beaucoup plus loin. Un amoureux virtuel. Mais c'est vrai que ça rend les papiers plus savoureux. Il y a du désir. Il y a du désir, voilà. Il y a du désir et parfois du désir déçu. Parfois, on est fasciné par telle ou telle actrice ou acteur et on s'ennuie et on revient un peu flappy ou un peu. Mais après aussi, c'est des moments de comédie. C'est de la légèreté qu'on met en scène, donc on dramatise ou des choses qui parfois, voilà, il y a 40 pages dans un journal, enfin, beaucoup plus, mais Libé, il y a une quarantaine de pages, et c'est la mort, le drame, le désastre pendant 39 pages. Et la dernière page, on peut un peu se laisser aller, fantasmer, voilà, et tout n'est pas dramatique, tout n'est pas grave, et de temps en temps, il faut que les gens aussi rencontrent quelqu'un de sympathique et s'amusent, qui est un peu qui est des goûts, des couleurs, à manger, à boire, un peu aussi de bien sûr, désir et de. Oui, mais c'était la tradition d'ailleurs de Libé, le Libé de la grande époque qu'on aimait, avec Alain Pacadis par exemple, qui racontait ses turpitudes dans les boîtes de nuit, ou Éric Dahan. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de libertaires à une époque. Maintenant, il y en a presque plus qu'un. Non. C'est pas tout. Non, il y a Lançon, c'est vrai, il y a Philippe Lançon. Lançon, mais même Quentin Girard avec sa nouvelle équipe de mode de vie sur les témoignages et tout. Il y a ça va revenir. Je suis confiant. Je suis confiant. Bon, vous pensez vraiment ce que vous dites dans le livre, à savoir que le wokisme a contribué à faire élire Donald Trump?
bon, j'exagère un peu, mais parce que j'exagère souvent. Oui, mais oui, je pense que mais surtout le problème, c'est que les États-Unis ils hystérisent beaucoup les comportements, donc c'est oui, les facultés, enfin les universités ont été à la pointe d'une déconstruction amenée par les Français, et autres, et qui voilà, la positive action, je suis perplexe. Enfin, et il faut pas interdire, c'est tout. Et ça a créé peut-être un climat dans les médias, en tout cas les médias intellectuels prestigieux, qui peut-être a contribué à ce que les gens se disent bah, on va voter pour cet abruti juste pour leur donner une leçon. C'est un peu ça. Et ça, c'est un risque qui peut arriver en France. C'est-à-dire qu'en France, on peut avoir le même phénomène avec l'extrême droite qui arriverait au pouvoir, précisément pour dire merde à une certaine dictature du politiquement correct. Oui, mais je pense que là, effectivement, il faut qu'il y ait une liberté académique dans les universités, mais cette liberté académique doit valoir pour tout le monde, et les enseignants ne doivent pas être tenus à faire leur mea culpa non, il faut quand même. Enfin, voilà, je ne sais pas si. On sent que vous êtes embêté parce que c'est quand même, en étant à l'IB, vous êtes moins libre que moi. Non, parce que vous dites que le wokisme a fait élire Trump. Non, je dis le wokisme en France peut faire élire Marine Le Pen ou Jordan Bardella. Ça, je le pense. Mais je pense que c'est plutôt l'état de la gauche. Enfin, c'est les limites de la gauche actuelle la gauche est à 30% avec les insoumis qui vont plomber l'affaire. Donc là, on se bagarre, c'est une bagarre de petits joueurs, là. Oui. Jamais je n'ai vu la gauche aussi basse. Voilà, 30%, insoumis compris, qui vont s'empailler avec le PS de toute façon. Quoi qu'il se passe, ça ne peut pas bien se finir, parce que l'évolution des insoumis fait que c'est oui, voilà, ils vont faire perdre la gauche, c'est certain. Oui, mais là, dans cette histoire-là, vous faites figure de résistant. Je suis désolé de vous employer des grands mots, mais dans l'endroit où vous êtes, avec votre liberté de ton, vous êtes un peu en train de. Mais vous avez raison, Philippe Lançon dit la même chose, dans Charlie et dans Libé, hein, les deux, même si à Libé il écrit plus sur l'art et sur la littérature qu'il n'a une chronique un peu généraliste comme il l'a. Mais c'est vrai qu'on était sans doute plus nombreux avant. Après, voilà. Après, c'est plus varié que vous ne dites. Oui. Et je dirais que maintenant les questions internationales qui nous structurent et qui nous font que malgré tout on se réunit. Enfin, vous voyez, il y a un côté la paix maintenant et puis solution à deux États pour parler de Gaza. Personne n'adule les mots là. Après, on se dit oh là là, leur cogner sur la gueule comme ça va nous retomber dessus. Enfin, je pense qu'il y a c'est assez marrant de voir d'ailleurs comment les sujets majeurs d'hier, qui étaient quasiment Rima Hassan et Greta Thunberg, aujourd'hui on est passé à Khamenei, et comment Netanyahou a eu le talent de déplacer le jeu. C'est très étonnant de la rapidité. Donc tout ça pour dire que l'IB aussi n'est pas un monolithique, et que ça bouge et que les gens se. Voilà, mais bon, c'est vrai que sur le féminisme, on s'est empaillé, oui. Ah oui, bah alors, toujours dans le livre, hein, moi je ne parle que. Non, mais parle que vous dites. Allez. Par exemple, est-ce que vous pensez toujours que vous préférez Maïwenn Lebesco à Adèle Haenel? Oui. Alors, expliquez pourquoi. Mais parce que Maïwenn a fait tourner Johnny Depp dans son dernier film, et Adèle Haenel claque la porte des Césars et renonce même à son métier d'actrice où elle était excellente. Alors ça me fascine aussi. C'est un côté autodestructeur, ou alors aussi une prise de distance. Mais mais oui, après, c'est aussi, comme actrice, je préfère Maïwenn aussi. J'aime bien la réalisatrice, j'aime bien sa folie familiale. Voilà, donc c'est assez injuste aussi. Le propos n'est pas que politique, mais politiquement, effectivement, Vous choisirez toujours la liberté, en fait, contre l'interdiction. Et je pense qu'il faut arrêter de mettre les hommes, l'ensemble des hommes au banc, quel que soit effectivement
la difficulté. J'ai été surpris de l'importance des plaintes des femmes. J'étais surpris. Oui, c'est vrai. Je n'avais pas pris la mesure. Mais ça ne doit pas devenir systématique, et le côté tous les hommes sont des violeurs est fatigant, et ne peut pas permettre que les choses se passent bien. Moi, je suis pour la stricte égalité entre les hommes et les femmes, et je veux que les hommes comme les femmes aient droit au masculin traditionnel et au féminin traditionnel. C'est-à-dire que la féminisation d'une société ne doit pas supprimer l'ambition, la violence régulée, l'invention, qui sont voilà, tout ne doit pas être d'une bienveillance attendrie, calme, endormie. Je vous cite encore, hein, c'est une phrase de vous, et je le précise parce que je suis lâche. Il faut accepter un minimum d'agressivité et d'impulsivité dans les mœurs quotidiennes, histoire de réaliser que l'univers n'est pas gluant de bienveillance. Oui. Ça, c'est du Luc Le Vaillant. Est-ce que vous pensez qu'on devient un peu réac en vieillissant? Non, alors là, je pense qu'être totalement... Moi, je suis... on me traite de masculiste, je m'en fiche, je suis un masculiste genderfluide. Oui. Voilà. Vous le dites souvent, oui. Mais je suis surtout... Avant MeToo, je n'avais pas l'impression d'être un homme. Mais après, j'ai dû me réfléchir, me remettre en cause un petit peu, pas beaucoup. Je suis pas très repentant en grand chose. Je préfère persévérer dans l'erreur. Mais oui, il est très important que à la fois le féminin et accéder dans le monde de la vie professionnelle, mais il ne faut pas que ça que tout le monde s'endorme. Oui, c'est quand vous dites l'univers n'est pas gluant de bienveillance, évidemment, la réalité, elle est brutale, elle est parfois violente. Il n'y a pas de raison si les sociétés sont en guerre, et parfois elles le sont, et malgré tout pour de bonnes raisons, parce que, excusez-moi, contre les mollahs et les talibans, oui, il faudra peut-être, moi qui suis un pacifiste, j'ai dû me poser des questions. C'est pas moi qui entraîne, c'est mon fils qui a, ou ma fille, mais il n'y a pas de raison que ma fille n'y aille pas aussi. Oui. C'est vrai. Voilà, et puis comme je la pousse à apprendre le Krav Maga ou autre, mais voilà, il faut que la vie en société, que tout le monde n'ait pas peur de l'autre, qu'on aille dans la rue et qu'on ne soit pas tous à dire il m'a regardé, il faut se défendre, il faut se bagarrer, et les hommes comme les femmes, et on ne va pas. Oui, arrêtons enfin. C'est pas à moi de dire ça, c'est aux femmes, mais de se présenter que comme victime. Voilà, c'est ça qui va pas. Mais les hommes aussi. C'est pas féministe, en fait. Ça n'est pas féministe. Le féministe, ce n'est pas juste la victimisation. Alors, il y a un passage, moi, qui m'a bien plu, qui est peut-être assez scandaleux, donc du coup, j'ai pas envie de le lire moi-même. C'est vous le lire. Je vous laisse le lire. Et parce qu'il prédit quelque chose qui est en train d'arriver. Alors. Aujourd'hui, oui, alors. Assumez vos propos, Luc. Ah oui, c'est sur la prohibition. Oui. Voilà. Alors, de temps en temps, je fais des monologues, soit d'objets comme le gilet jaune, soit de monuments comme l'Arc de Triomphe, soit de notions. Oui. Et là, c'est le monologue de la prohibition. Donc, c'est la prohibition qui parle. Oui. Donc, je suis la prohibition. D'accord. Et donc, aujourd'hui, les clients sont pénalisés, mais je laisse les travailleuses du sexe continuent à recoller. Forcément, cette schizophrénie légale fait flamber les infractions. Merci qui? Merci la prohibition. Comme j'ai perdu tout espoir de recriminaliser l'avortement et que pour l'euthanasie, ça me semble aussi mal parti, j'ai identifié un nouveau relais de croissance. Demain, je me verrai bien dénoncer les visionnages en ligne de ces affreux films X qui, selon certaines de mes copines néo-féministes, maximalisent ces deux calamités que sont la culture du viol et le male gaze. Alors là, vous avez prédit quelque chose qui est en train d'arriver. Ça, bravo, vous êtes un prophète. Vous aviez senti qu'après l'interdiction de la prostitution, en tout cas la pénalisation des clients, en France, par les sociologues, on viendrait à cette étape d'interdiction de la pornographie qui est en train d'arriver. Donc par le biais du interdit aux moins de 18 ans, mais auquel je suis favorable, avant 18 ans, disons,
Voilà. Et effectivement, c'était une phase d'acquisition des compétences, des connaissances et tout. Donc, attendons 18 ans. Mais évidemment, mais c'est un mouvement qui va aller, je pense, progressivement vers. On va considérer qu'une actrice de porno, c'est comme une prostituée ou une travailleuse du sexe, et donc on va probablement arriver vers des lois similaires et bannir la pornographie. Alors, on dit pas qu'il n'y a pas de violence dans le tournage de certains films pornographiques, mais il faut, c'est un peu comme la prostitution. J'admets que définir la volonté mais elles sont grandes. Au final, elles sont adultes, et donc si elles décident de tourner des films pornographiques, elles sont. Ensuite, s'il y a des problèmes sur le tournage, la justice est là. Mais oui, mais on y est. Et vous dites même à un moment que l'étape suivante après, ce sera l'interdiction de l'adultère, et que là, on sera comme en Arabie Saoudite ou dans certains pays où l'adultère est interdit. Et c'était le cas il y a longtemps, mais ça peut revenir. Mais je pense que les religions dont nous avons peu parlé, et mais voilà, j'essaye de traiter de la même manière l'ensemble des religions, que ce soit l'islam, que ce soit le catholicisme, le christianisme, les évangéliques qui sont quand même gratinés, mais et le judaïsme, les orthodoxes que nous avons en soutien de Netanyahou et qui nous pose problème là. Donc je pense que je ne croyais pas du tout au mot de Malraux, le 21e siècle sera, j'ai totalement tort. Oui, sera spirituel ou ne sera pas, oui. Alors, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que religieux, mais quand même c'est Malraux. Oui, c'est vrai. Ni la métaphysique, ni la transcendance, je reste un anticlérical pavlovien. Mais c'est en fait. Donc là, le Figaro, je sais pas comment ça peut se passer. Mais c'est pas ambivalent. Il y a de tout. Le Figaro est vaste comme Libé, c'est pareil. Il y a une multitude de gens. Mais c'est vrai que quand Nietzsche a dit que Dieu était mort, il est mort, oui, mais provisoirement, et puis il est ressuscité. Donc en fait, Dieu est vraiment chrétien. Exactement. Alors, il y a un jeu dans cette émission, devine tes citations, Le Vaillant. Je vais vous lire des phrases de vous que vous avez écrites un peu partout. Et vous devez me dire dans quel livre ou dans quel article. Dans quel article ? Oui, parce que voilà, vous avez écrit ceci. Il ne faut pas prédire trop bruyamment la fin du monde si on veut le changer. J'aime beaucoup ça. Ça c'est sur mes amis écolos. Exactement. Mais là aussi, alors là, franchement, je ricanais. Aujourd'hui, voilà, entre canicule et autres, je ricane moins. Après, je suis pour une. Je suis pas décroissant. Je suis pour une croissance durable. Je suis fasciné qu'on arrive à faire pleuvoir. Oui, vous en parlez. Ça, on envoie un produit dans les nuages et il pleut. Il pleut. Alors après, ça pose des problèmes de territoire stellaire. Mais voilà, je pense que le génie humain est quand même capable de nous résoudre ça. Donc ça, c'est dommage. Alors, c'est optimiste, ça. Oui, c'est une sorte d'optimisme de gauche. Et la gauche décroissante écolo est devenue parfois catastrophiste. Oui, punitive, vous dites. Punitive, oui, je dis même ça, oui. Mais surtout catastrophiste, c'est-à-dire et qui peut amener d'ailleurs les gens à ne plus rien faire, à tourner les pouces. Oui, mais enfin, si vous leur dites qu'on va inventer quelque chose qui va régler le réchauffement climatique dans 3 ans, on va plus rien faire non plus. C'est vrai. Mais autant, mais oui. Je suis assez prométhéen. En fait, c'est pour ça que j'aime Elon Musk. Je devrais pas le dire, mais ce type me fascine. Il me fascine pourquoi ? Avec ses fusées qui rattrapent. Il les envoie, il les rattrape. Cette chose est merveilleuse. Enfin, ça, c'est du génie humain. Alors, je sais pas si on ira sur Mars, mais ça me fascine. Après, le type est également fascinant. De fascinant. Oui. Et ses rapports avec Trump et tout. Enfin bon, voilà. Mais tout ça pour dire que oui, l'écologie. À force de prédire trop bruyamment la fin du monde, on risque de ne pas changer le monde. Autre phrase de vous. J'aurais tant aimé être une canaille. J'aurais aimé être une crapule somptueuse à qui rien ni personne ne résiste. Alors, sur qui avez-vous écrit ça ? François-Marie Bagné, qui est devenu, pas un ami, mais enfin... Mais c'est quelqu'un de c'est intéressant. Extraordinaire. Qui a une vie...
célébré par Aragon, Bien sûr. sa beauté de jeune homme. Ouais. Et puis Aragon mettait du fond de teint quand il voyait Bagné pour lui plaire, pour pas qu'il voie son âge. C'est magnifique. Et il a supprimé l'héritage. Enfin, comment dire? Il a interrogé la notion d'héritage. Oui. Pourquoi on devrait hériter? Pourquoi ce serait la famille de sang qui devrait hériter et non pas la famille de cœur? Parce que Bagné et Madame L'Oréal avaient de relations d'amitié réelles et de. Oui. Alors bon, après il a un peu tiré sur la corde, sans doute, et il avait bon goût. Il avait bon goût artistiquement. Oui, bien. Hein. Il me fait la tête, François-Marie, depuis que j'ai dit sur son recueil de portraits qu'il faisait ce qu'il fait de mieux, croquer. Bah, c'était juste un mot. C'était juste un mot. Oui. Oh, il est fort. Oui, bah, oui, mais c'est plein des portraits, vous connaissez ça. Oui, c'est vrai. Parfois, pour une vanne, on est fâché. C'est vrai. Une autre phrase de vous. Il s'agit d'interroger... Ah, mais je vous l'ai déjà lu. Alors, une autre. Je ne suis pas spécialement laïque, je suis bien pire. Je suis un athée enragé, un anti-religieux féroce, un anti-clérical radical. Alors, ça, c'est dans un papier qui a fait scandale à l'époque. Parce que vous y parlez. Oui, c'est celui sur les. Ça s'appelle dans le chapitre Mécréant absolument touchant. Oui. Et là, vous racontez votre réaction dans le métro en voyant une fille voilée après l'attentat du Bataclan. Oui, donc mais je me foutais de moi. Oui. Je me foutais de ma peur. Oui. Donc voilà, c'est pas grave. J'étais effectivement, il y avait une fille en abaya et tout et je voyais tous les gens on était après le 13 novembre. Oui. Il y avait pas, vous voyez, je me moquais d'une sorte de psychose sociale. C'est que vous avez fait l'amalgame. Voilà. Ils avaient été affreusement injustes avec cette jeune femme et vous êtes descendu de la rame du métro. Voilà, mais en vous disant on ne sait jamais. Saint-Placide, Saint-Germain, la guerre des religions. Voilà, je mettais ça en scène, je me moquais de moi. Ouais. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, en fait, c'est les réseaux sociaux. Enfin, en fait, c'est le CCIF, c'est Marwan Mohamed, qui est un frériste, qui a été interdit. Maintenant, il est parti en Belgique pour plus quelques néo-féministes qui m'aimaient déjà beaucoup. Et qu'il y a eu une alliance des deux puritanismes pour dire Libé est raciste. Parce que il a peur d'une femme voilée. Moi, dans la rue, elles ont le droit de se voiler. Le carnaval est tout à fait. Vous dites même que vous êtes favorable à leur liberté, même si vous êtes anti-clérical ou anti-religion. Je ne les aime pas. Je pense que c'est beaucoup plus réac, elles sont beaucoup plus réac. Enfin, c'est un signe beaucoup plus réac que les gens du RN. Je pense que ça veut dire qu'elles sont contre l'homosexualité, contre l'adultère. Enfin bon, au niveau des mœurs, excusez-moi, mais ça veut dire quelque chose. Mais après, voilà, tant qu'elles ne sont pas enseignantes ou fonctionnaires, ma foi, elles s'habillent comme elles veulent. Mais vous avez le droit de... Et j'ai le droit de dire que je ne les aime pas. Et ensuite, mais le sketch n'est pas vraiment sur ce que je pense. Là, c'est juste les réseaux sociaux qui se sont emballés et au journal, ils sont dit on nous traite de racistes alors que c'est le Vaillant qui est raciste et pas nous. Bon, parce que non, mais vous êtes contre toutes les religions. C'est pas seulement l'islam. C'est comme vous l'avez dit tout à l'heure. J'ai été élevé chez les sœurs, chez les frères et chez les sœurs en Bretagne. D'ailleurs, les sœurs étaient plutôt sympathiques. Les curés étaient un peu plus durs, mais est-ce que vous n'avez pas subi des violences? Non. Mais ça expliquerait beaucoup de choses. Oui, je sais. Mais en fait, je suis entré très jeune en 6e et j'ai voulu être pensionnaire comme mon père, ce qui était de mon fait, pour faire comme papa. Et en fait, au bout d'un an, je suis rentré chez maman et papa. et en fait, non, franchement, mais c'était un peu, il vissait un peu. Et après, les sœurs, c'était en seconde. Et là, j'ai failli me faire exclure parce qu'on essayait de faire une grève générale tous les ans. Et on n'y arrivait pas forcément. Donc, mais donc, voilà mon rapport à la religion. Mais sur cette chronique, en fait, c'est le journal qui a paniqué parce que, du style, nous, on n'est pas racistes. Mais vous non plus. Oui, donc au lieu de me défendre, ils auraient voulu que je m'excuse. Je ne m'excuse pas. Je ne suis pas du genre à m'excuser. Je fais des conneries, mais je les reconnais plus ou moins. Non, mais là, pas. Je pense que c'était cohérent. C'était simplement la description d'une angoisse absurde. Et je me foutais de moi et de ma couille. Oui. Et Bon.
Une phrase qui va peut-être plus choquer nos spectateurs du Figaro. J'aurais tellement voulu être apatride. Ouais, c'est vrai. Alors, ça veut dire quoi? Que vous êtes internationaliste, anti-français? Il y a une Pourtant, vous revendiquez votre origine bretonne. Ouais. Alors là, je vous ai coincé, là. Là, je pense que j'ai gagné. Mais c'est vrai que j'aime quelqu'un comme Corto Maltese me fascine assez. Oui. Mais oui, mais il y avait cette volonté de n'appartenir à rien ni à personne, d'être au-delà des frontières, d'être une sorte d'être indéterminé et qui pouvait s'auto-créer aussi. Il y avait et ça. Et on est dans un monde de communautarisme, d'identité. Et là, les frontières n'ont jamais été. Oui. Alors, je râlais contre l'Europe, le grand marché européen, mais quand même, enfin, vous voyez, je râlais parce que c'est mon côté social qui est, mais mon côté libertaire. Trouvais ça pas mal qu'il y ait plus de frontières malgré tout. La mondialisation que j'ai critiquée, c'était. Enfin, voilà. Oui. Après, je ne mésestime pas les difficultés économiques, l'exploitation de telle et telle population. Mais il y avait voilà, s'auto-engendrer, être indéterminé. Je sais bien que c'est plus compliqué que ça. Non, parce que c'est cohérent aussi avec votre pacifisme et votre anti-militarisme. C'est vrai. C'est John Lennon, c'est Imagine There's No Countries, quoi. Oui. Vous êtes restez dans ce truc-là qui est, qui est une belle utopie. Là, j'ai du mal. C'est vrai que j'ai du mal. Là, je ne sais comment faire, surtout quand je me vois en fait me réjouir qui bombardent avec leur avion extraordinaire. Ah oui, l'avion. Et après, je me dis, mais je suis dingue. Je vais pas me réjouir de ce merdier qui était en train d'être créé et qui va nous générer des haines pour des siècles ou du moins des dizaines d'années. Et une autre phrase que j'ai bien aimée, l'intimité artificielle mettra fin à la guerre des sexes. Alors, c'est pas dans le livre, c'est dans votre chronique de la semaine dernière. Oui. Et alors ça, La solution à la guerre des sexes, c'est l'IA. Oui, à votre avis? Oui, parce que on va. En fait, c'est une masturbation. Oui, c'est une masturbation sentimentale et sexuelle, mais c'est la fin de l'autre. C'est donc, on va fonctionner avec soi-même. On va créer son avatar qui sera là pour répondre à nos désirs. Et il y a des gens qui sont déjà tombés amoureux de leur intelligence artificielle et qui se sont suicidés par amour pour une machine. Il y a eu des cas, oui. Bon, faut être un peu schizo, hein, mais... C'était Scarlett Johansson, non, pas dans Eve. Oui, dans Her, oui. Et mon film. Oui, mais ça, parce que, oui, je vois que cette guerre des sexes continue à être assez dure. Il y a quelques néo-féministes qui revendiquent la misandrie. Moi, si je revendique la misogynie, je vais l'entendre. C'est bon, pourquoi pas. Après, il y avait Alice Coffin qui avait déclaré qu'elle refusait de lire des livres d'hommes. Voilà. Bon, c'est son droit. Hein. Oui, mais donc elle ne demande pas mais donc chaque sexe c'est long. Mais donc je pense que ça c'est la solution avec l'intelligence artificielle. Donc tout le monde va être amoureux de machines. Et donc je sois là avec des machines. On couchera avec soi-même. Oui, parce que ça c'est déjà possible. Et après. Ça se finira par un MeToo des... Bien sûr, il y aura un ordinateur qui portera plainte. Oui. C'est ça le danger. Bien, notre autre rubrique très célèbre, les conseils de lecture. Alors je vais essayer vaguement de retrouver mon questionnaire puisque je l'ai quelque part. Mais c'est important, on a envie de connaître vos goûts, Luc Levaillant. Alors le premier, c'était un livre qui donne envie de pleurer. Alors, il me donne pas envie de... Enfin, c'est le Lambeau de Philippe Melançon. Un livre que j'ai très mal lu. Enfin, que j'ai lu comme il ne faut pas lire les livres parce que c'est votre ami. Voilà, on a vécu, on a fait bureau commun pendant 20 ans. On se parle toujours. C'est vrai que Donc vous avez vécu de près cet attentat. Et là, alors qu'il raconte comment, avec la culture, avec ses références culturelles, avec ses goûts culturels, il échappe à la douleur, il surmonte la douleur. Moi, je ne lisais que la description de ses difficultés physiques qui étaient quand même majeures, sa mâchoire emportée, etc. Et donc j'ai très mal lu ce livre qui me donnait envie de pleurer, donc je l'ai pas aimé,
Trop douloureux, quoi. Trop douloureux et c'est quelque chose qui aurait pu arriver à Libération, un attentat comme ça, avec des gens qui rentrent et qui mitraillent tout le monde. Ça pourrait arriver dans n'importe quelle rédaction, hein. C'est vrai. On a eu quelques soucis, mais pas aussi grave. Hein. Bah oui. Et donc voilà, donc j'ai très mal lu ce livre et donc je m'en excuse auprès de Philippe. Et un livre pour arrêter de pleurer. Alors pour arrêter de pleurer, parce que au-delà, il y a de la pleurnicherie actuelle et ça me supporte. Et donc il faut lire Nietzsche pour ça. Je pense que par-delà le bien et le mal, qui est pas forcément le meilleur, ou pas le plus facile, parce que Nietzsche est le roi de la punchline quand même. Ouais. Mais surtout, oui, il faut oublier le surhomme et l'éternel retour. Il faut voir juste comment il démonte la philosophie occidentale, comment il prédit ce qui nous aujourd'hui, notre côté fragmenté. Alors, c'est quel titre? Par-delà le bien et le mal. C'est tout le problème de la société actuelle. Exactement. C'est qu'on veut le bien et on veut effacer le mal, faire comme si le mal n'existait pas. Or, lui, il est par-delà. Alors, j'ai une autre question, mais il faut que je retrouve mon truc. Ah oui, un livre pour s'ennuyer. Ça, on a encore l'embarras du choix. Oui, mais alors là, j'ai pas trouvé. Non. Je m'ennuie pas. En fait, je lis de moins en moins. Les réseaux sociaux me mangent. C'est une addiction. Vous êtes devenue Instagrammeuse. Et à quoi pas un grand influenceur, ça marche pas tellement. Mais oui, l'addiction est ahurissante. Ah oui, vous retrouvez à scroller et à regarder des conneries, des chiens qui font du skateboard. Parce que avant, je lisais plutôt la nuit. Et là, c'est un danger. Hein. Moi, j'ai le même problème. Ça m'arrive. Voilà, ça c'est une addiction étonnante et j'y suis venu parce qu'il fallait bien savoir ce que me proposerait au comité de rédaction le lendemain ou ce qu'ils allaient me proposer comme portrait mes amis de Libé, donc pour savoir qui c'était. Et donc vous vous retrouvez avec 4 heures vous regardez combien de temps au maximum dans votre bain comme ça? Mais alors avant il y avait Twitter qui m'a, c'était la bague, mais maintenant toute la gauche est partie de Twitter, donc ils s'en mettent un peu. Oui. Oui, il y a moins de... On n'arrive plus à se châtaigner. Mais Instagram est totalement séduisant. Voilà, on regarde. À la fois, ça fait rire. Il y a des belles filles, des moments amusants, des choses. Il y a beaucoup de belles filles qui n'existent pas, qui sont en désir. Oui, on ne sait plus bien. Vous êtes amoureux quand même de... Pas amoureux, mais voilà, et on passe trop vite aussi pour être... voilà, donc voilà, mon ennui est... Ah oui, alors c'est un drame. Oui. Il faut réapprendre l'ennui, Luc. Alors, le livre pour crâner dans la rue. Alors, j'ai la réponse, si vous voulez, parce que j'ai votre anti-sèche là. Est-ce que je vous ai dit Martin Eden, vous m'avez dit. Martin Eden. Crâner dans la rue avec Jack London. Moi, je trouve que c'est classe. C'est pas mal. C'est assez sérieux, mais c'est vrai que j'ai été fasciné par ce. En plus, Jack London, le côté maritime, et London, le côté et là, il la fin, voleur d'huîtres, et puis cette volonté de aussi de s'émanciper par l'apprentissage, par le savoir, pour séduire, mais aussi et puis cette frénésie voilà, il y a une sorte de et puis après la fin. Et la fin est sublime. La fin, il se noie, il se laisse couler. Ouais. Un livre qui rend intelligent. Voilà, là c'est une vanne. Vous n'en avez pas besoin. C'est qui rend plus intelligent que celui-là. Mais c'est un peu de la provoque. C'est La mécanique des femmes de Calafert. Qui par les temps qui courent est à prescrire. Un livre sexuel. À toutes nos dames de grande vertu pour qu'elles retrouvent un peu d'amusement, parce qu'il avait une connaissance de ses amies féminines et aussi une sorte de volonté de puissance sexuelle et qui ne s'embarrassait pas de grand chose. Oui, je ne sais pas s'il serait publiable aujourd'hui, La mécanique des femmes. C'est bien pour ça que ça rendrait intelligent. De même que Portnoy de Roth ou certains classiques comme ça. Alors, un livre pour draguer. Vous m'avez répondu Lourde, lente d'André Ardelais. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Ardelais, donc
c'est les années 50, 60. C'est un érotique, mais aussi ça commence avec les coups de marteau sur un cercueil. C'est assez minimal comme l'écriture. Mais et Ardelais s'est fait condamner ou s'est retrouvé au tribunal avec Régine Desforges. Ah oui, oui. Et le juge ou le râlait parce qu'il a les mains dans ses poches comme s'il se branlait devant le tribunal. Donc ne serait-ce que. Mais après c'est un livre vraiment agréable, excitant mais agréable. Ouais. On est bien dans ce livre, on se sent en phase avec lui. Voilà. J'aime beaucoup ce personnage qui a pas une vie très simple et qui est un poète par ailleurs, les Apchets ou Oui. Alors, un livre que vous faites semblant d'avoir fini. Là, vous avez dit Ulysse de Joyce, comme tous mes invités. Oui. Donc, je vais arrêter de la poser, celle-là, parce que tout le monde répond à la même chose. J'étais en fac de philo, mais en fait, c'est pas tout à fait vrai, parce que j'ai lu le dernier monologue. Oui, de Molly Bloom, ouais. Donc, c'est le meilleur moment du livre. Ouais. Je l'ai fini. Le problème, c'est avant. Oui. Ouais. Alors, bon, c'était la traduction de Gide. Non, je sais plus. Enfin, il a été retraduit. Oui, il a été retraduit. Mais parfois, oui, c'était un peu. Ah oui, c'est très difficile. Mais au fond, c'est un passage nécessaire pour la littérature du XXe siècle. Il fallait un moment d'abstraction. Et il y en a eu d'autres. Je disais que j'étais plus Joyce que Proust, alors que c'était juste... Oui, ça c'est vraiment Bédanet, ouais, d'accord. Un livre que vous auriez aimé avoir écrit? Le roman inachevé d'Aragon. Je connais mieux le poète Aragon, mais c'est magnifique. Enfin, Puis c'est marrant de dire, le livre que j'aurais aimé écrire, c'est un roman inachevé. Bah oui, voilà. Quel manque d'ambition. Je traîne après moi trop d'échecs de mon compte, j'ai la méchanceté d'un homme qui se noie, enfin bon. Ouais. Quand il se déteste, Aragon, il est magnifique. Il est encore meilleur. Oui. Le pire livre que j'ai jamais lu de ma vie, vous n'avez pas répondu. Non. Il y en a pas. J'ai du mal à me faire du mal. Et le livre que vous lisez en ce moment? Alors, là, je suis dans une phase un peu névrotique où je fais ma tournée des adieux. Un peu. Je fais des portraits de gens que j'aurais... Vous voyez, j'ai fait Attali, que j'avais jamais rencontré. Ouais. Attali, Minck, Daniel Cohn-Bendit pour ses 80 ans. Ouais. Christine... Un des rares libertaires comme vous. Je pense que je dois être un des derniers. C'est vrai. Et je fais quelque chose assez compliqué, le portrait de Sorge Chalandon, grand reporter de nuit. Oui, bien sûr. Qui est devenu un écrivain à succès. L'Enragé a fait 200 000, je crois, et je l'ai rencontré. Donc je lis, je lis son livre qui n'est pas encore sorti, qui s'appelle Le Livre de Kels, où il raconte une année dans la rue. Il a été SDF après, parce qu'il a quitté son père qui le battait. Oui. Était un mec d'extrême droite. Et donc il raconte à la fois SDF, il était un peu baba, tout ça, mais c'était une époque. Et puis après, le début de Libé, la gauche prolétarienne, la baston avec André Nouveau, avec l'extrême droite. Et je retrouve le talon de Sorge quand même, qui est... Non, mais déjà, c'est pas rien. Son dernier livre sur un bagne d'enfants à Belle-Île-en-Mer, c'était très très bien. Hein. Et c'est vrai que je me retrouve souvent aussi à lire par obligation. Donc, mes choix sont souvent contraints, mais là, c'est un plaisir. Merci infiniment, Luc Levaillant, d'être venu. Et je conseille aux spectateurs du Figaro et aux autres aussi de lire Dernières réjouissances et charmantes offenses de Luc Levaillant. C'est aux éditions du Rocher. Un petit salut à votre éditeur Arnaud Le Gouern. Attention, bravo. Arnaud Le Gouern. Et puis merci à toute l'équipe, merci à ma mère de m'avoir donné la vie, etc. Et puis surtout, je termine toujours en disant lisez des livres, sinon vous deviendrez idiot. Mais j'ai trouvé un truc peut-être mieux aujourd'hui. Les dinosaures ne lisaient pas de livres. Et puis après, ils ont disparu. Coïncidence? Je ne crois pas. Non.